La Gestapo était la police secrète du régime nazi, fondée en 1933 par Hermann Göring, le ministre-président de la Prusse. Sa mission était de traquer et d'éliminer les ennemis du nazisme, qu'ils soient internes ou externes, réels ou imaginaires, et de surveiller, d'interroger, de torturer et d'assassiner les opposants politiques, les résistants, les juifs, les communistes, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les francs-maçons et tous ceux qui étaient considérés comme indésirables ou dangereux pour le Troisième Reich. La Gestapo était dirigée par Heinrich Himmler, le chef suprême de la SS, à partir de 1934. Elle était intégrée à la Direction générale de la sécurité du Reich, créée en 1939 et dirigée par Reinhard Heydrich, le bras droit de Himmler. La Gestapo disposait d'un vaste réseau d'agents, d'informateurs, de collaborateurs et de délateurs qui lui permettait de contrôler la population allemande et celle des pays occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle joua un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la solution finale, le plan d'extermination des Juifs d'Europe, notamment par le biais du bureau B4, dirigé par Adolf Eichmann. La Gestapo fut l'un des symboles de la terreur et de l'arbitrage du régime nazi. Elle agissait en dehors de toute loi et de toute justice, et ses victimes n'avaient aucun recours ni aucune protection. Elle fut condamnée en tant qu'organisation criminelle lors du procès de Nuremberg, s'ouvrant dès 1945. Il est vrai que la Gestapo laisse derrière elle de nombreuses histoires d'interrogatoires brutaux qui ont mis à jour ses méthodes destinées à briser physiquement et psychologiquement des prisonniers. Dans cette vidéo, nous verrons quelles ont été ses méthodes et ses actions, de même que l'emprise qu'elle a eue sur la société allemande ou au sein des pays conquis par le Troisième Reich. Nous verrons également son implication dans l'Holocauste et ce qu'il reste d'elle de nos jours dans la culture populaire. Bon visionnage. La Gestapo a été dirigée par plusieurs hommes au cours de son histoire, qui ont tous contribué à sa réputation de brutalité et de terreur. Voici donc les principaux chefs de la Gestapo. Tout d'abord, Rudolf Diels. Il fut le premier chef de la Gestapo, nommé par Hermann Göring en 1933. Il organisa la purge des opposants politiques, notamment les communistes, et participa à la répression du soulèvement de la SA en 1934. Il fut écarté par Heinrich Himmler, qui prit le contrôle de la Gestapo en 1934. Citons également Reinhard Heydrich, qui fut le bras droit de Himmler et le chef du SD, le fameux service de renseignement du parti nazi. Il devint le chef de la Gestapo en 1934, puis le directeur de la SIPO, la police de sécurité, qui englobait la Gestapo et la Kripo, la Kriminalpolizei, soit la police criminelle, en 1936. Il fut le principal architecte de la solution finale, le plan d'extermination des Juifs d'Europe, qu'il présenta lors de la conférence de Wannsee en 1942, avant d'être assassiné par des résistants tchèques la même année. Enfin, Heinrich Müller, qui fut le dernier chef de la Gestapo de 1939 à 1945. Il succéda à Heydrich à la tête du bureau B4, chargé des affaires juives, et supervisa la déportation et le massacre des Juifs dans les camps d'extermination. Il fut également responsable de la répression des résistants et des opposants au régime nazi, notamment lors de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Il disparut à la fin de la guerre et son sort reste inconnu. L'organisation et la hiérarchie de la Gestapo étaient complexes et changeantes selon les périodes et les territoires. Voici quelques éléments généraux. La Gestapo était donc la police secrète du Troisième Reich, chargée de lutter contre les ennemis politiques, les juifs, les résistants et les autres populations visées par le régime nazi. Elle a été créée en 1933 par Hermann Göring à partir de la police politique prussienne avant d'être placée sous l'autorité d'Heinrich Himmler, chef des SS, et de Reinhard Heydrich, chef de la Direction générale de la sécurité du Reich. La Gestapo était divisée en plusieurs branches selon les domaines de compétences et les zones géographiques. Par exemple, il y avait l'AMTB, soit le bureau B, chargé des affaires politiques, l'AMTC, soit le bureau C, chargé de la surveillance et du contrôle, l'AMT4, soit le bureau 4,
chargé de la répression et de l'extermination, ou encore l'AMT6, soit le bureau 6, chargé des affaires étrangères. La Gestapo était dirigée par un chef suprême, assisté de plusieurs chefs adjoints et de chefs de section. Le chef suprême de la Gestapo a été successivement Rudolf Dietz, Reinhard Heydrich et Heinrich Müller. Elle disposait de nombreuses antennes régionales et locales dans le Reich et dans les pays occupés. Par exemple, en France, il y avait des antennes à Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Ces antennes étaient dirigées par des chefs locaux, souvent issus des SS ou du SD, le service de sécurité du parti nazi. La Gestapo collaborait avec d'autres services du régime nazi, comme les SS, le SD, la SIPO, la police de sûreté, la Kripo, la police criminelle, ou bien la Wehrmacht, en l'occurrence l'armée. Elle utilisait aussi des auxiliaires comme des informateurs, des interprètes ou bien des agents infiltrés. Enfin, la Gestapo comptait environ 32 000 agents en 1944, dont 15 000 dans le RSHA et 17 000 dans les antennes régionales et locales. Elle s'appuyait aussi sur un vaste réseau d'informateurs, de délateurs et d'agents infiltrés qui lui fournissaient des renseignements sur les activités suspectes ou subversives. Les méthodes de torture physique et psychologique de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale étaient nombreuses et variées, mais toutes avaient pour but de briser la résistance et la volonté des prisonniers. Voici quelques exemples de ces méthodes. Âmes sensibles s'abstenir. Tout d'abord, les prisonniers étaient souvent frappés à coups de poing, de pied, de bâton, de ceinturon ou bien de nerfs de bœuf, jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. On les réanimait ensuite en les aspergeant d'eau froide ou en leur infligeant des décharges électriques. Également, on les obligeait à s'agenouiller sur une règle triangulaire pendant qu'un tortionnaire montait sur leurs épaules, leur causant d'atroces douleurs aux genoux et au dos. Également, on les suspendait par les bras ramenés en arrière, ce qui provoquait la dislocation des épaules et la compression des poumons. On leur limait aussi les dents, on leur arrachait les ongles, on les brûlait avec des cigarettes ou des lampes à souder. On leur enfonçait également des épingles sous les ongles ou dans les yeux. On leur appliquait des fils électriques sur les parties génitales, les seins, la langue ou les oreilles. Et on leur envoyait des décharges de plus en plus fortes. Enfin, on les menaçait de mort, de torture ou d'exécution de leurs proches, parfois en les faisant assister au supplice d'autres prisonniers. On leur faisait aussi des promesses ou des propositions avantageuses pour les inciter à trahir leurs camarades ou à collaborer avec les nazis. Ces méthodes de torture étaient pratiquées dans les locaux de la Gestapo, dans les prisons ou dans les camps de concentration. Elles visaient à obtenir des informations, des aveux ou des signatures de documents compromettants. Elles étaient aussi utilisées pour terroriser, humilier ou exterminer les opposants politiques, les résistants, les juifs, les tziganes, les homosexuels ou toute autre personne considérée comme indésirable par le régime nazi. L'implication de la Gestapo dans l'Holocauste a été très importante, car elle était chargée de la répression et de l'élimination des Juifs et des autres ennemis du régime nazi. Voici quelques éléments de réponse. La Gestapo joua en effet un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs d'Europe, notamment via l'AMT, soit le bureau B4, dirigé par Adolf Eichmann. Ce bureau était responsable de la mise en œuvre de la solution finale, c'est-à-dire le plan d'assassinat systématique des Juifs par les chambres à gaz, les fusillades ou les marches de la mort. Également, la Gestapo était aussi impliquée dans la traque, l'arrestation et la déportation des Juifs vers les ghettos ou les camps de concentration, en collaboration avec les Einsatzgruppen, les groupes d'intervention et les SS. Elle utilisait pour cela des fichiers, des informateurs ou des rafles massives. La Gestapo participait enfin à la persécution des autres catégories de personnes considérées comme indésirables par les nazis, comme les résistants, les communistes, les socialistes, les syndicalistes, les témoins de Jéhovah, les homosexuels, les tziganes, les handicapés ou bien les slaves. Elle les torturait, les emprisonnait ou bien les assassinait. L'Holocauste a été un crime contre l'humanité d'une horreur sans précédent et d'une cruauté calculée, qui a fait entre autres 6 millions de victimes juives.
Les outils de propagande et de surveillance de la Gestapo étaient divers et efficaces et visaient à renforcer le pouvoir du régime nazi et à éliminer ses ennemis. Tout d'abord, la propagande était un moyen de diffuser l'idéologie nazie, de glorifier le Führer, de justifier la guerre ou bien de désigner les boucs émissaires. Elle utilisait différents supports comme la presse, la radio, le cinéma, les affiches, les livres ou bien même les cartes postales. Elle était contrôlée par le ministre de la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels, qui censurait toute information contraire aux intérêts du régime. La surveillance était un moyen de détecter et de réprimer toute opposition, résistance ou déviance. Elle reposait sur un réseau d'informateurs, de délateurs ou d'agents infiltrés qui espionnaient la population et dénonçaient les suspects à la Gestapo. Elle s'appuyait aussi sur des fichiers, des écoutes téléphoniques ou bien des perquisitions qui permettaient de collecter des preuves et de procéder à des arrestations. La torture était un moyen d'obtenir des informations, des aveux ou bien des signatures de documents compromettants. Elle était pratiquée par la Gestapo dans ses locaux, dans les prisons ou bien dans les camps de concentration. Elle utilisait ainsi des méthodes physiques comme les coups, les brûlures, les décharges électriques ou bien les mutilations ou encore les méthodes psychologiques comme les menaces, les promesses ou les simulacres d'exécution. La mainmise de la Gestapo sur la société allemande était totale et implacable. La Gestapo, en tant que police secrète du régime nazi, était en effet chargée de traquer et d'éliminer les opposants, les résistants, les juifs et tous ceux qui étaient considérés comme des ennemis par Hitler. Raison pour laquelle elle disposait de plein pouvoir et agissait au-delà de toute juridiction. Elle pouvait ainsi arrêter, interroger, torturer, emprisonner ou bien assassiner quiconque sans avoir à rendre de compte. Elle utilisait des méthodes brutales comme les coups, les brûlures, les décharges électriques ou les mutilations pour obtenir des informations, des aveux ou bien des signatures de documents compromettants. Également, la Gestapo s'appuyait sur un réseau d'informateurs, de délateurs ou d'agents infiltrés qui espionnaient la population et dénonçaient les suspects. En s'aidant de fichiers d'écoute téléphonique ou de perquisitions pour collecter des preuves et procéder à des arrestations, elle créait ainsi un climat de terreur et de paranoïa qui dissuadait toute opposition ou résistance. La Gestapo fut donc un instrument de contrôle totalitaire et de barbarie qui fit des millions de morts. En France, la Gestapo était dirigée par le lieutenant-colonel Helmut Knorre, qui avait sous ses ordres environ 300 agents allemands et 3000 auxiliaires français recrutés parmi les collaborateurs, les miliciens, les indicateurs ou bien les infiltrés. La Gestapo avait pour mission de traquer, d'arrêter, d'interroger, de torturer et de déporter les résistants, les communistes, les juifs, les francs-maçons, les homosexuels, les témoins de Jéhovah et tous ceux qui étaient considérés comme les ennemis du Reich. Elle disposait de plusieurs centres de détention et de torture, comme le siège de la rue Lauriston à Paris, où officiait la sinistre Carlingue, un groupe de gangsters français au service des nazis. La Gestapo organisait aussi des rafles massives, comme celle du Veldiv en juillet 1942, qui a conduit à l'arrestation de plus de 13 000 juifs, dont la plupart ont été déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. La Gestapo agissait en étroite collaboration avec le régime de Vichy, qui avait accepté de collaborer avec l'Allemagne nazie après la défaite de 1940. Maréchal Pétain, chef de l'État français, avait mis en place un régime autoritaire, antisémite et réactionnaire qui prônait la révolution nationale et la devise « Travail, famille, patrie ». Le régime de Vichy participait activement à la répression menée par la Gestapo en lui fournissant des renseignements des agents, des moyens matériels et des lois discriminatoires. Par exemple, le statut des Juifs, promulgué en octobre 1940, excluait les Juifs de la fonction publique, de l'enseignement, de la presse, de la culture et de certaines professions libérales. Le régime de Vichy créait aussi sa propre police politique, la milice française dirigée par Joseph Darnan, qui prêtait serment de fidélité à Hitler et qui traquait les résistants et les réfractaires au service du travail obligatoire, le STO. La Gestapo et le régime de Vichy étaient donc les deux faces d'une même collaboration qui visait à éliminer tous ceux qui s'opposaient à l'ordre nazi
et à imposer une idéologie raciste et totalitaire. Face à cette oppression, de nombreux Français ont choisi de résister par les armes, par les mots, par les actes, au péril de leur vie. Ils ont incarné l'honneur et la liberté de la France contre la honte et la servitude de Vichy. Le procès de Nuremberg et la chasse aux fugitifs nazis sont deux aspects importants de l'histoire du XXe siècle, qui ont marqué la lutte contre l'impunité des crimes commis par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le procès de Nuremberg a ainsi été le premier procès international pour juger les principaux responsables du Troisième Reich accusés de complot, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il s'est tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 dans le palais de justice de Nuremberg en Allemagne, sous la juridiction du tribunal militaire international composé de juges et de procureurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique et de la France. Sur les 24 accusés, 12 ont été condamnés à mort par pendaison, 3 à la prison à vie, 4 à des peines de prison allant de 10 à 20 ans et 3 ont été acquittés. Le procès de Nuremberg a permis de révéler au monde les atrocités commises par les nazis, notamment l'Holocauste, et de poser les bases du droit international pénal et des conventions de Genève. La chasse aux fugitifs nazis a été la poursuite des efforts pour retrouver et traduire en justice les criminels nazis qui ont échappé au procès de Nuremberg ou à d'autres procès en se cachant ou en fuyant vers d'autres pays, notamment en Amérique du Sud. Elle a été menée par des organisations comme le Centre Simon Wiesenthal ou par des individus comme Serge et Beat Klarsfeld ou bien Ephraim Zourov. Parmi les fugitifs nazis les plus célèbres, on peut citer Adolf Eichmann, le responsable de la solution finale, capturé en Argentine en 1960 par le Mossad et exécuté en Israël en 1962. Ou bien Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz, qui a vécu au Brésil jusqu'à sa mort en 1979. La chasse aux fugitifs nazis se poursuit encore aujourd'hui, malgré l'âge avancé des suspects, car il s'agit d'un devoir de mémoire et de justice pour les victimes et leurs familles. Ainsi, on estimait qu'en 2012, une trentaine de criminels nazis, principalement des subalternes, étaient supposés encore vivants. Cependant, ces hommes traqués et arrêtés parviennent bien souvent à échapper aux extraditions et aux procès, car trop âgés, malades ou feignants de l'être. Il existe plusieurs polices qui ont été comparées à la Gestapo, soit par leur mode de fonctionnement, soit par leur degré de répression, soit par leur rôle dans des régimes totalitaires ou autoritaires. Voici quelques exemples de ces polices. Tout d'abord, la Stasi, au ministère de la Sécurité d'État, était la police politique de la République démocratique allemande, la RDA, de 1950 à 1990. Elle était chargée de surveiller, d'infiltrer et de réprimer toute opposition au régime communiste. Elle disposait d'un vaste réseau d'informateurs, de délateurs et d'agents secrets qui espionnaient la population et les étrangers. Elle utilisait aussi des méthodes de torture, de chantage ou de manipulation psychologique. Elle est considérée comme l'une des polices les plus efficaces et les plus redoutées de l'histoire. Également, la SAVAK, ou Organisation de la sécurité et du renseignement nationaux, était la police politique de l'Iran sous le règne du Shah Mohammed Reza Pahlavi de 1957 à 1979. Elle était chargée de protéger le régime monarchique et de lutter contre les mouvements nationalistes, communistes ou islamistes. Elle bénéficiait du soutien et de la formation des services secrets américains et britanniques. Elle était connue pour ses pratiques de torture, d'assassinat ou de disparition forcée. Elle est considérée comme l'un des principaux facteurs de la révolution iranienne de 1979. La DINA, ou Direction de l'intelligence nationale, était la police politique du Chili sous la dictature du général Augusto Pinochet de 1973 à 1977. Elle était chargée de réprimer et d'éliminer les opposants au coup d'État militaire de 1973 qui avait renversé le président socialiste Salvador Allende. Elle était impliquée dans l'opération Condor, un plan coordonné de répression des mouvements de gauche en Amérique du Sud, avec le soutien des États-Unis.
Elle était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme, comme la torture, l'exécution ou bien la disparition de milliers de personnes. La Gestapo a inspiré de nombreux auteurs, réalisateurs ou artistes qui ont représenté son rôle, ses méthodes, bien ses victimes dans la culture populaire. Voici quelques exemples de ces représentations. Tout d'abord, dans la littérature, la Gestapo apparaît dans plusieurs romans historiques, comme Le pianiste de Władysław Szpilman, qui raconte la survie d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie, ou bien La liste de Schindler de Thomas Keneally, qui relate l'histoire vraie d'un industriel allemand qui sauva des juifs de la déportation. Elle apparaît aussi dans des romans policiers comme Le pendu de Saint-Folien de Georges Simenon, qui met en scène le commissaire Maigret face à un ancien agent de la Gestapo. Dans le cinéma, la Gestapo est souvent présentée comme l'ennemi à combattre ou à fuir, comme dans La Grande Évasion de John Sturges, qui narre l'évasion de prisonniers de guerre alliés d'un camp allemand, ou bien La vie est belle de Roberto Benigni, qui montre la résistance d'un père juif face à l'horreur de la Shoah. Elle est aussi parfois dépeinte comme une organisation corrompue ou ridicule, comme dans La nuit des généraux d'Anatole Litvak, qui dénonce la complicité de la Gestapo avec des criminels de guerre, ou bien encore La Grande Vadrouille de Gérard Rory, qui tourne en dérision les agents de la Gestapo à travers des situations comiques. Enfin, dans la bande dessinée, la Gestapo est souvent le symbole du mal absolu, comme dans Maus d'Art Spiegelman, qui présente les nazis sous la forme de chats et les juifs sous la forme de souris. La Gestapo a donc inspiré de nombreux auteurs, réalisateurs ou artistes. Elle apparaît aussi dans plusieurs œuvres littéraires, cinématographiques ou graphiques qui la dépeignent comme le symbole du mal absolu, de la terreur ou de l'arbitraire, mais qui rendent aussi hommage à la résistance, à la dignité et à l'humanité de ceux qui ont affronté ou subi sa barbarie. Le souvenir de la Gestapo dans la mémoire collective est encore de nos jours un sujet complexe et controversé qui suscite des débats et des recherches historiques sans fin. Le souvenir de la Gestapo se manifeste tout d'abord par le témoignage des victimes et des survivants de ces crimes, qui nous ont partagé leurs souffrances, leur résistance ou bien leurs espoirs. Ainsi, des associations comme celle des victimes de la Gestapo, fondée le 13 septembre 1944, ou le Centre Simon Wiesenthal, créé en 1977, ont pour mission de perpétuer la mémoire de l'Holocauste et de lutter contre le négationnisme, le révisionnisme ou bien l'antisémitisme. Le souvenir de la Gestapo se traduit aussi par la condamnation juridique et morale de ses responsables et de ses agents qui ont été jugés pour leurs actes lors du procès de Nuremberg ou d'autres procès. Certains ont été condamnés à mort, à la prison ou à l'exil, tandis que d'autres ont réussi à échapper à la justice et ont été traqués par des chasseurs de nazis. Le procès de Nuremberg a permis de poser les bases du droit international pénal et des conventions de Genève. Enfin, la Gestapo fait toujours parler d'elle par la découverte et l'analyse de ses archives, qui ont été dispersées, détruites ou cachées à la fin de la guerre. Certaines ont été retrouvées par hasard, comme le texte de loi à l'origine de la Gestapo, daté du 24 avril 1933, qui a été retrouvé à Berlin en 2013. D'autres ont été rendus accessibles au public, comme les dossiers de la Gestapo française, qui ont été numérisés et consultables en ligne depuis 2015. Ces archives sont des sources précieuses pour les historiens qui peuvent ainsi mieux comprendre le fonctionnement, l'organisation et les méthodes de la Gestapo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.